Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer, s'il vous plaît, avec un petit peu de retard, avec nos excuses. Donc, je suis très heureux. D'abord, je me présente, Michel Boff, directeur du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième activité du CRCCF pour 2024-25, mais la première dans la série des rendez-vous du CRCCF, une activité qui est consacrée à la santé en contexte francophone minoritaire au Canada. Il y a eu un petit changement de local. J'espère qu'on n'a pas perdu quelques joueurs en cours de route. C'est parce que vous étiez très nombreux à vouloir vous inscrire. Donc, j'espère que tout le monde a bien reçu le message que cette activité qui devait avoir lieu aux sciences sociales a lieu donc finalement au pavillon Simard. Cette séance, à mon avis, est extrêmement importante. Elle aborde donc une thématique de première importance pour les communautés francophones ontarienne et à l'échelle donc de toute la francophonie canadienne. Je crois qu'on va pouvoir compter sur la qualité des intervenantes et des intervenants. Donc, cette activité, je précise, sur la santé en contexte francophone minoritaire, est organisée autour d'un dossier thématique paru récemment dans la revue Minorité linguistique et société, sous la direction de nos collègues Louise Bouchard et Jacinthe Savard, ici présentes, qui sont co-titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa et de l'Institut du savoir Montfort sur la santé des francophones de l'Ontario. Et c'est une activité, je tiens à le préciser, qui est organisée en collaboration d'abord avec la revue Minorité linguistique et société, qui est représentée ici quelque part dans les internets par son directeur, Jason Lukaroff, à distance, sauf erreur de ma part. Organisée aussi en collaboration avec le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, représenté notamment par son directeur, Jonathan Paquette, qui s'est porté volontaire, qui a eu la gentillesse donc d'animer cette séance pour nous. Donc, merci Jason, merci Jonathan également, et je te cède la parole sans plus tarder. Très bien, merci beaucoup. Moi, si vous permettez, parce que... Merci. Le nombre de fois qu'on devrait se lever. Alors, je vais rester ici parce que j'ai une animation longue, mais je vais peut-être juste me joindre à toi ici pour dire un ou deux mots de félicitations, de remerciements à mes collègues avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, de collaborer ces dernières années. Donc, ce travail est d'une certaine manière avec Louise Bouchard et avec Jacinthe Savard, un peu le fruit de réalisation donc d'un certain nombre d'années de recherche. Je pense que le numéro spécial témoigne deux choses. Il témoigne d'abord de l'étendue et de la richesse de votre réseau. Et c'est aussi un très beau témoignage de la qualité de votre contribution à la recherche sur la santé en Ontario français. Alors, je pense que peut-être, puisque ça correspond un peu aux dernières étapes de votre participation à la chaire et aux recherches du monde francophone, je pense que j'aimerais vous remercier. Et ça a été un plaisir de travailler avec vous toutes ces années, avec un programme de recherche aussi riche et de qualité. On en aura aujourd'hui quelques éléments. Alors, félicitations. Et je me permets, Lucie, ici, pour l'équipe. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre collègue Jason Lukaroff, qui est le directeur de la revue Minorité linguistique et qui est avec nous en ligne. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de me joindre à vous en ligne, effectivement. Alors, je suis directeur de la revue Minorité linguistique et société qui relève de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, qui est dirigé par Éric Fogg, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Cette revue a pour mandat de faire connaître, mais dans une perspective pluridisciplinaire et interdisciplinaire, en sciences du langage, en sciences sociales, en sciences humaines, les résultats de recherche, les réflexions aussi. Alors, on accueille favorablement également les propositions qui sont historiques, qui sont théoriques sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada et sur les autres minorités linguistiques du Canada et ailleurs dans le monde. Donc, par l'ouverture aussi aux études comparatives internationales, on veut jeter un regard le plus large possible sur la situation des minorités linguistiques. Et on a été très heureux de travailler avec Louise Bouchard et Jacinthe Savard de l'Université d'Ottawa, qui ont pu compter aussi sur la coordination de Morgane Dumont pour faire un numéro
à partir d'un colloque qui avait été organisé sur la santé des francophones en contexte linguistique minoritaire, 20 ans de recherche, qui s'était tenu lors du 89e congrès de l'ACFAR, ça c'était en mai 2022. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas perdu de temps pour faire un numéro de ce colloque-là. Très peu de temps ensuite, on retrouve 14 articles. Donc, plusieurs sont des synthèses et une introduction dans un numéro très important, très riche, qui constitue probablement la contribution la plus complète et la plus récente présentement sur la question de la santé en contexte francophone minoritaire au Canada. Donc, c'est un numéro qui a une portée importante, ne serait-ce que par le caractère de synthèse de plusieurs contributions qui s'y trouvent. Alors, merci beaucoup, Louise et Jacinthe, pour votre excellent travail dans la préparation de ce numéro. Nous en sommes très fiers à l'Institut et à la revue Minorité linguistique et Société. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre collègue Jacinthe Savard, qui est donc de l'École des sciences de réadaptation de l'Université d'Ottawa et co-titulaire de la chaire Université d'Ottawa et d'Institut des savoirs Montfort, afin qu'elle nous présente brièvement le numéro spécial et le modèle d'organisation des connaissances qui a été privilégié. D'accord. Tu peux avancer de 2 diapos. Donc, notre table ronde s'articule autour là, du numéro thématique, comme on l'a dit. Comportait 14 articles originaux, plus 2 introductions. Là, si vous voyez que le sommaire dit 16 articles, c'est qu'on compte 2 introductions, une en anglais, une en français, et 52 contributeurs. Et il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en 90 minutes, inviter 52 intervenants, ni même 14 premiers auteurs. Le temps pour une contribution intéressante de chacun aurait pas suffi. Donc, on a choisi d'inviter 1 ou 2 intervenants pour chacun des grands thèmes de recherche, puis de leur demander de nous parler de qu'est-ce qu'on connaît sur ce thème-là aujourd'hui, après 20 ans de recherche sur la santé des francophones en situation minoritaire, puis quels seraient les avenues de recherche futures à poursuivre sur chacun de ces thèmes. Et je vais vous présenter à l'instant les thèmes. Donc, prochaine diapo. Les thèmes s'inspirent du cadre d'analyse de la recherche sur la santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire qu'on a développé au cours des travaux de notre chaire de recherche. Les 5 thèmes sont l'environnement légal et politique, ce qui inclut les lois, les règlements, la gouvernance. Le deuxième thème, c'est la santé et ses déterminants, duquel on peut déduire les besoins et les états de santé, la densité, la vitalité des communautés. Le troisième thème, c'est les services en langue officielle minoritaire. Alors, dans ce thème, on parle de l'offre de services, des modèles de soins, des pratiques de gestion, des outils spécifiques pour offrir des services en communauté de langue officielle minoritaire, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'accès, disponibilité et continuité des soins. Le quatrième thème, c'est les ressources humaines, donc la disponibilité des ressources humaines, mais surtout la formation des ressources humaines, la préparation des ressources humaines à travailler auprès des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et le dernier thème, l'expérience des soins, la demande, la préférence, la satisfaction, la perception des communautés sur les soins qui sont disponibles en français. Et ce cadre d'analyse a aussi servi à classer les articles qui sont dans notre site Internet que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, puis www.santé-closm. Donc, ce site regroupe 600 références autour de la santé et des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et vous pouvez faire une recherche pour trouver des articles par auteur ou par mot qui sont dans le titre, comme dans n'importe quel moteur de recherche, mais aussi en utilisant les thèmes dont je viens de vous parler. Alors, c'est 700 références maintenant. 700 références maintenant. On est rajouté 100 cet été. Écoutez, je vous remercie, chers collègues. Maintenant, j'aimerais céder la parole à notre collègue Louise Bouchard, qui est professeur émérite de l'École de sociologie et d'anthropologie et qui était co-titulaire de la chaire sur la chaire partenariale de l'Université d'Ottawa, Institut des savoirs Montfort, sur la santé des populations francophones de l'Ontario. À vous la parole. Alors, dans cet article, moi, je vais traiter du problème des données. Là, et dans cet article, mon collègue Mathieu Lisotte et moi concluons que les bases de données nationales de santé demeurent lacunaires et fragmentées et que cela constitue un défi pour l'étude de la santé des communautés francophones en situation minoritaire et la planification des services aux membres de cette communauté.
Alors, on examine dans cet article les possibilités et les limites des données disponibles ainsi que leur qualité. On met en lumière une série de problèmes méthodologiques, dont le manque de données pertinentes, l'absence de variables linguistiques standardisées, les faibles effectifs de la population francophone, surtout pour l'analyse régionale, là où s'examinent les besoins et se fait la planification de la santé. La capacité de recherche s'en trouve donc considérablement entravée. Et bref, nous concluons que les systèmes officiels d'information sanitaire ont, somme toute, une capacité relative à documenter les communautés francophones. L'article discute aussi de l'essor du courant des données probantes, notamment en médecine, les evidence based, qui sont souvent appelées en anglais, et celui des politiques et de la prise de décision éclairée fondée aussi sur l'approche scientifique. C'est pourquoi les États se dotent de systèmes d'information, nous, c'est Statistique Canada principalement, pour fournir des indicateurs nécessaires pour suivre différents domaines d'activité. Le système d'information sanitaire dont on dispose comprend, entre autres, je prends les principales qui nous sont utiles en santé, le recensement, qui contient l'ensemble des variables linguistiques et les indicateurs socio-démographiques et économiques, qui permettent d'étudier les contextes de vie des populations, leur vitalité et leurs déterminants sociaux de santé, qui sont justement les indicateurs socio-économiques principalement. Le recensement contient aussi des données sur les professions de la santé et les compétences linguistiques de ces professions. Le problème, c'est que ce n'est pas relié à aucune base de données de santé. L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, que j'appellerai l'enquête sur la santé, là, mais c'est une enquête, une grande enquête de Statistique Canada sur la santé des populations qui est effectuée annuellement depuis 2000, qui va permettre de suivre une série d'indicateurs de santé physique et mentale, de problèmes de santé, de comportement de santé, d'utilisation des services. L'enquête contient les principales variables linguistiques du recensement ainsi que les principales variables socio-économiques qui permettent justement l'étude des déterminants sociaux de la santé. Alors, malgré un plan d'échantillonnage représentatif, la taille de l'échantillon francophone est trop petite pour plusieurs sous-analyses, ce qui peut avoir un impact sur la validité de certains de nos résultats. Les données administratives de santé sont les hospitalisations, les diagnostics médicaux, les soins de longue durée à domicile, pour ne donner que quelques exemples. Nombreuses de ces bases ne contiennent pas de variables linguistiques, n'en contiennent qu'une ou deux, qui ne sont pas les mêmes souvent d'une base à l'autre. Alors, ceci a un impact sur la définition comparable des populations francophones et sur la comparaison aussi entre les études. Alors, la recherche, bien qu'elle se heurte à ces défis, n'est toutefois pas impossible. Nous pouvons recenser dans notre bibliothèque de référence, Santé des classes, plus de 100 documents ou articles qui portent principalement sur l'analyse secondaire de ces bases de données. Dans ce numéro, dans notre numéro ici, l'article de Réon, les collaborateurs illustrent les possibilités et les limites des données administratives de la santé. Une lacune importante était l'absence de données sur les services de santé jusqu'à ce que le réseau de l'Est organise en collaboration avec le ministère de l'Ontario, mais aussi du Manitoba, une cueillette de données systématique auprès des organisations de santé pour mesurer l'offre de services en français et son évolution. Alors, Normand Blau, qui est l'initiateur de cette base de données, ici présent, en discutera davantage. Et bonne nouvelle à cet égard, nous avons entrepris, dans le cadre de notre activité de recherche, une discussion avec le ministère de la Santé pour l'accès à cette base de données pour la recherche, ce que nous avons obtenu. Alors, c'est un outil dont on pourra bénéficier éventuellement. Parmi d'autres pistes de solutions pour améliorer les données, il y a l'appariement des bases de données, par exemple le recensement, qui contient des variables sociodémographiques et linguistiques, et des bases de données administratives de la santé qui n'en contiennent pas. Alors, reliés ensemble, cela accroît les possibilités d'analyse et d'analyse beaucoup plus fine aussi.
C'est un travail qui est entrepris par Statistique Canada depuis quelques années et ces bases à parier sont aussi disponibles dans nos centres de données de la recherche. Mais la solution la plus porteuse pour l'amélioration des données, c'est l'inscription de l'identité linguistique sur la carte santé, qui permet de relier l'information linguistique à l'ensemble des données administratives de la santé. L'île du Prince-Édouard le fait depuis 2016. L'Ontario, bien qu'une motion ait été déposée en 2018 en ce sens, n'a pas encore donné suite. Les territoires du Nord-Ouest l'ont inscrite en 2021, la Nouvelle-Écosse en 2022. Nous devons ici saluer encore une fois et reconnaître l'indispensable travail des réseaux de santé en français qui a permis de faire aboutir ce dossier dans différentes provinces. Ce sera aussi des outils extraordinaires pour l'analyse de la santé des communautés. Pour l'avenir et pour que la recherche ait une plus grande portée, il serait impératif de mettre nos ressources en commun dans une infrastructure de recherche collaborative et d'application des connaissances, comme un réseau d'excellence, par exemple. Sinon, nous sommes condamnés à faire des études pilotes ou exploratoires et de moindres retombées. Alors, je conclurai en disant que si les ressources de chacun sont limitées, leur somme est considérable pourvu qu'elles soient unies dans un effort concerté. Merci beaucoup. OK. Volet donné, nous allons passer à un autre volet du numéro spécial, celui sur les lois, la réglementation, les politiques et la gouvernance, qui rassemble 3 textes. L'un sur l'effectivité des lois et sur la dimension linguistique dans le secteur de la santé, un autre sur les tensions linguistiques au Nouveau-Brunswick et enfin un autre qui porte sur les stratégies pour améliorer les soins offerts aux communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Et pour discuter plus en profondeur de ces différentes contributions, j'inviterai l'intervenant prochain, M. Éric Forgue, directeur de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques de l'Université de Moncton, qui est avec nous en ligne. Oui, bonjour, vous m'entendez, vous me voyez? Très bien. C'est bon? Merci. Je vais surtout me coller de près à notre article, mais je vous invite à lire les 2 autres qui ont été mentionnés, qui sont très intéressants aussi. Notre article s'inscrit dans une continuité de nos recherches sur la santé en français. Je dois commencer par préciser le concept d'effectivité des lois linguistiques, qui est un concept interdisciplinaire qui croise les sciences juridiques. On a eu l'aide de juristes. Ça a été un travail d'équipe, tout ça. Michel Doucette, Philippe Morin, et aussi, c'est un concept qui croise donc sciences juridiques, sciences sociales. Pour simplifier, on peut dire que l'effectivité des lois linguistiques est une mesure du degré de respect des lois linguistiques. L'effectivité d'une loi comprend son entrée en vigueur, les moyens utilisés pour la mettre en œuvre, pour la faire respecter. Ça comprend aussi le respect en lui-même de cette loi, son acceptabilité sociale. Plus largement, ça comprend tous les effets voulus et non voulus, intentionnels et non intentionnels de l'adoption d'une loi linguistique. Une loi est effective si les moyens utilisés pour la faire respecter permettent d'atteindre les objectifs qu'elle vise et si les comportements visés par la loi respectent ce que celle-ci prescrit ou interdit. Je vais dire une évidence, mais c'est important de l'avoir en tête. L'effectivité d'une loi linguistique est toujours relative à la loi en question. Donc, dans le domaine de la santé, il existe des lois linguistiques dans 4 provinces, donc qui sont différentes d'une province à l'autre. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes attentes dans toutes les provinces. Au Nouveau-Brunswick, tous les hôpitaux doivent activement offrir les services dans les 2 langues officielles. En Ontario et au Manitoba, le contexte juridique est assez similaire, donc c'est sûr qu'il y a des différences. Les services doivent être offerts en français dans les régions désignées. En Nouvelle-Écosse, la loi dit que les hôpitaux désignés doivent mettre en place des mesures pour servir des patients qui demandent d'être servis en français et ils doivent le faire, donc les hôpitaux, en consultant la communauté acadienne.
Donc, ça serait difficile d'analyser objectivement là, sur le terrain, sur le plancher des hôpitaux, le degré d'effectivité des lois linguistiques. Donc, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, on peut avoir une certaine idée du degré d'effectivité à partir des plaintes reçues par le commissaire aux langues officielles ici au Nouveau-Brunswick, le commissariat au service en français, mais ça reste un indicateur très limité, très insuffisant. De notre côté, dans notre article qui a été écrit avec ma collègue Stéphanie Maillet, qui est professeure en administration à l'Université de Moncton, on a analysé l'effectivité à partir des perceptions des professionnels de la santé. Ces perceptions concernent la connaissance de la loi par le personnel de santé, la compréhension des employés de leurs obligations, leur degré d'accord avec la loi, avec les droits des francophones, au sentiment d'obligation à l'égard de l'offre de services en français, au rôle des collègues, des supérieurs et de l'organisation dans son ensemble, au sentiment de pouvoir faire l'offre de services en français. Toute une série de facteurs qui viennent influencer l'effectivité des lois linguistiques en domaine de la santé. Donc, on a fait un sondage dans les 4 provinces auprès des professionnels de la santé. On a constaté qu'il y a encore du travail à faire, des obstacles à surmonter pour améliorer l'effectivité des lois linguistiques. Donc, un premier obstacle, c'est le degré de connaissance et de compréhension des lois linguistiques par le personnel. Beaucoup de professionnels ne connaissent pas bien leurs obligations à l'égard de la langue de service. Un deuxième obstacle concerne les attitudes des employés envers les lois linguistiques et leur perception de l'importance de l'offre de services en français, ce qui peut venir affecter leur motivation à respecter ces lois et à offrir des services en français. Un autre obstacle qu'on a pu observer, c'est le manque de soutien et de leadership de l'organisation et des supérieurs immédiats des professionnels de la santé. Un autre obstacle, c'est le manque de reconnaissance pour les employés qui font l'offre de services en français. Sans grande surprise, on a observé des écarts significatifs entre les répondants anglophones et francophones, mais aussi entre les répondants qui travaillent dans des hôpitaux anglophones versus des hôpitaux francophones. Donc, les différents types d'obstacles montrent la nécessité d'une approche intégrée pour améliorer l'effectivité des lois linguistiques dans le domaine de la santé. Une approche qui combine sensibilisation, formation, soutien et leadership organisationnel, ainsi qu'une forme de reconnaissance des employés qui offrent les services en français. Cela prendrait aussi un meilleur suivi des évaluations de l'offre des services en français. Je crois qu'il faut aussi un changement de culture organisationnelle. Il faudrait que la loi, les règles, les directives ne soient plus perçues comme des contraintes extérieures, mais qu'elles soient intériorisées par les professionnels de la santé. Que les services en français soient valorisés par le personnel. Donc, que cela fasse partie de la culture organisationnelle. Dans un autre article à paraître, donc qui fait suite un peu à toutes nos recherches, ma collègue Christine Paulin et moi, on a analysé justement une initiative du réseau de santé Horizon qui visait à mettre en place une culture de l'offre active à l'aide de séances de dialogue avec les employés. Donc, on a voulu ici entendre le point de vue des employés en ce qui concerne l'offre active. Les dirigeants au réseau de santé Horizon reconnaissent que la mise en place d'une culture organisationnelle de l'offre active est un horizon lointain, mais un horizon qui permet de canaliser les efforts. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci pour votre sur la question. On passe à un autre volet de cette publication. Et il me fait plaisir de céder la parole de nouveau à ma collègue Émilie Bouchard pour qu'elle nous parle de la santé de ses déterminants, mais aussi qu'elle mette l'accent davantage sur la santé mentale.
Bon, alors, écoutez, d'entrée de jeu, je voudrais quand même faire un petit rappel historique. Je suis une sociologue de la santé. Alors, à ce titre, je me suis intéressée tout particulièrement aux déterminants sociaux de la santé et aux questions d'inégalité sociale de la santé. Hein, pourquoi certains sont plus malades que d'autres, meurent plus précocement que d'autres? Qu'est-ce qui explique cette variation? L'approche santé des populations a démontré et continue de le démontrer avec force le rôle du statut socio-économique et de la position sociale dans cette variation. Alors, mon embauche à l'Université d'Ottawa en 2000 était un poste en double affectation. C'était une belle expérience. Sociologie et Institut de recherche en santé des populations, qui offrait aussi un programme de doctorat. On m'invitait aussi à collaborer au grand chantier qui s'ouvrait, celui de la santé en français, hein, suite à l'affaire Montfort, suite à la création du réseau de santé de l'Est, Consortium national de formation en santé, Société santé en français. Alors, dans ce contexte et en quête de données sur la santé des populations francophones, qui est un champ tout nouveau pour moi, j'ai sollicité une rencontre avec le groupe d'analyse de la santé de Statistique Canada pour m'enquérir des possibilités d'études des francophones et des modèles d'analyse permettant d'objectiver la situation minoritaire comme un déterminant potentiel de la santé. J'obtenais ici ma première subvention des IRSC pour conduire des analyses secondaires de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes et tester cette hypothèse qui s'est avérée. Ainsi, par-delà des déterminants sociaux qui influençaient négativement la santé, les francophones étaient plus âgés, plus pauvres, moins éduqués, en milieu rural, mais être francophone en situation minoritaire faisait partie de l'explication. Alors, un champ de recherche s'ouvrait sur la langue. Sociologiquement, c'est l'appartenance à la communauté francophone en situation minoritaire comme un déterminant de la santé, de la qualité des services et plus récemment de la sécurité des soins. Alors, on peut retrouver dans notre base de données une trentaine d'articles, rapports, infographies qui émanent d'analyses secondaires de cette fameuse enquête. Cette enquête a été conçue pour étudier les déterminants sociaux en lien avec les problèmes de santé et elle contient aussi d'excellentes variables linguistiques. Mais comme mentionné plus tôt, le grand problème que nous rencontrons avec cette enquête, c'est la faiblesse de l'échantillon francophone qui ne permet pas d'analyse contextuelle ou régionale de la santé, même en Ontario, alors que c'est le niveau d'étude des besoins de la population puis de la planification des services. L'analyse des sous-populations est aussi très difficile à effectuer. C'est encore plus vrai pour des cycles spéciaux comme l'enquête sur la santé mentale qui a été effectuée en 2002 puis en 2012, dont l'échantillon est plus petit que les cycles annuels. Alors, aucune analyse provinciale n'était possible, encore moins à des niveaux infra. Mais il y a quand même une donnée qui ressortait pour répondre à ce travail sur la santé mentale. Les francophones, qu'ils soient du Québec ou des autres provinces, rapportent en plus grande proportion un épisode de dépression. On s'est demandé si cela pouvait refléter une dimension culturelle, comme d'autres études le laissaient présumer. Alors, notre recension des écrits sur la santé mentale a permis d'examiner la recherche sur la santé mentale de 3 groupes, les jeunes, les aînés et les immigrants. Les études sur les jeunes ont été initiées suite à une vague de suicides dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick au tournant des années 2000. Le docteur Aurel Scofield a mis en place à ce moment une grande enquête sur les comportements de santé, une enquête qui a été reprise au Manitoba par l'équipe de Moissac et collaborateurs. Et on doit à cette équipe aussi de nombreuses études sur le sujet dans différents contextes minoritaires. Les jeunes francophones rapportaient davantage des symptômes d'anxiété et de dépression ou des comportements de consommation d'alcool et de drogue. Alors, les comportements à risque observés chez les jeunes francophones ont mené à une réflexion plus approfondie sur le lien entre le développement identitaire en milieu minoritaire et le mieux-être psychologique. Et Rodrigue Landry a ouvert cette piste de réflexion
Et son équipe a confirmé auprès d'élèves du secondaire leur modèle théorique selon lequel une identité ethno-linguistique forte et engagée contribuerait à la satisfaction de vie et à une auto-évaluation positive de la santé. Alors, depuis, plusieurs chercheurs se sont penchés sur ce lien entre identité et bien-être psychologique. Et si l'identité ethno-linguistique forte et le sentiment d'appartenance influaient positivement la santé et le bien-être, l'effet pouvait être pondéré par ailleurs négativement en fonction de la perception de continuité par rapport à l'avenir de la communauté. Alors, selon d'autres études. Ainsi, les participants de ces études qui présentaient un diagnostic de trouble d'anxiété ou de dépression avaient un profil identitaire inquiet quant à l'avenir de leur communauté. Alors, d'autres études ont aussi mis de l'avant l'effet de l'insécurité linguistique ou de la minorisation sur la santé psychologique des jeunes. Les études quantitatives sur la santé mentale des aînés francophones sont peu nombreuses et les données difficiles à obtenir parce que les échantillons sont encore plus faibles pour les sous-groupes de la population. Quelques résultats ressortent, dont un risque plus élevé de dépression et de détresse ou de consommation plus grande de médicaments psychotropes. On a aussi documenté la perte de la langue seconde dans la patientèle atteinte de démence et les jeux de communication qui s'ensuivent. Pourtant, avec la population vieillissante, les données s'avèrent indispensables. Et j'en profite ici pour souligner quand même la contribution remarquable de notre collègue Suzanne Dupuis-Blanchard sur le vieillissement des francophones et les soins à domicile. On a un article dans notre numéro. Les populations immigrantes de langue française sont aussi un domaine trop peu documenté. Les études de l'effet de l'immigrant en santé à leur arrivée montrent un déclin au fil des années en raison du stress et des défis d'intégration. Nous souhaiterions davantage d'études sur la santé de la population immigrante francophone qui se retrouve dans des contextes linguistiques très minoritaires. Mais ce que réalise notre collègue Marie-Hélène Chaumiel, qui a la chaire de recherche en santé des migrants francophones et qui explore aussi les possibilités d'appariement pour mieux étudier la santé des francophones. Alors, on attend avec impatience ces résultats de recherche. Alors, les enquêtes nationales n'offrent pas beaucoup de possibilités. C'est pourquoi les chercheurs ont dû bâtir leur instrument d'enquête sur mesure. En fait, c'est une voie nécessaire pour accroître les données pour des petites populations. Merci beaucoup. Merci. Alors, un volet important du numéro spécial publié porte sur les services de santé, les modèles de soins, les enjeux d'accès et de disponibilité, mais aussi des questions relatives à la qualité et la sécurité des soins. J'ai pour ce volet 3 panélistes que je vais présenter. Alors, Jacinthe Savard, bien entendu, que j'ai eu le plaisir de présenter précédemment. Mais à Jacinthe s'ajoute également pour cette discussion, et je leur donnerai la parole tour à tour, Normand Glaude, directeur du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, mais aussi notre collègue Sébastien Savard, professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa. Oui. Donc, le thème des services, c'est celui qui regroupe le plus grand nombre d'articles dans le numéro spécial. C'est peut-être aussi le thème sur lequel la recherche sur les communautés, sur les francophones en situation minoritaire a connu un essor plus considérable au cours peut-être des 10 dernières années. On a commencé peut-être plus davantage au début par connaître avoir des données sur les besoins, sur les déterminants de santé ou sur qu'est-ce que les francophones ressentaient, leur expérience des soins. Mais sur l'organisation des services, c'est un peu plus récent. Et puis, peut-être que ça s'explique parce que justement, on n'avait pas de données sur la langue. Les institutions, les fournisseurs de services de santé ne recueillaient pas de données sur la langue. En 2010, quand on a créé le GRIFOPS, on a cherché à trouver des données qui nous permettraient de savoir où se situaient les francophones qui recherchaient, dans quel milieu ils allaient rechercher leurs services de santé et ça n'existait pas. Donc, ça s'est développé un petit peu, mais il y a aussi d'autres pistes qui ont dû être entreprises pour mieux documenter les services de santé offerts aux francophones, qui soient en français ou pas. Donc, la première avenue, ça a été de s'orienter vers des recherches qualitatives, des sondages
peut-être quantitatif, mais plus de type sondage pour mieux comprendre les besoins des communautés francophones en situation minoritaire, leurs obstacles à l'obtention de services de santé en français, puis les pistes de solutions pour l'organisation de ces services. Et il y a au moins 3 articles dans le numéro qui en parlent, soit celui sur les soins à domicile pour les aînés des communautés francophones en situation minoritaire par Suzanne Dupuis-Blanchard, l'abécédaire d'un cerveau en santé qui regarde les besoins de services quant au dépistage et au diagnostic de la démence dans les provinces de l'Ouest et certains territoires. Et celui par Sébastien Savard sur l'accès aux services en français plus l'accès. Et la seconde avenue, ça a été d'utiliser les données existantes qui se sont développées au cours des années. On a 2 articles qui ont utilisé cette voie-là. Un premier article par, je sais que trop petit, puis je me souviens plus, Candy Carr. Donc, un premier article par Candy Carr qui regardait en appariant les données des ordres professionnels des médecins, donc qui inclut la langue dans laquelle les médecins peuvent donner des services, et les données du recensement qui ont établi un degré de concordance entre le nombre de médecins et le nombre de francophones dans diverses régions donc, de l'Ontario. Et un deuxième article qui est celui par Michael Réaume, et collaborateur toujours, dont Louise faisait état, qui ont pu utiliser certaines bases de données administratives qui incluaient la langue des soins pour déterminer l'impact d'être francophone sur la qualité et la sécurité des services reçus. Donc, examiner les... comment on appelle ça, les incidents indésirables qui sont survenus pour, par exemple, pour les francophones ou pour les gens d'une autre langue minoritaire. Et la troisième avenue, c'était de créer un système de collecte de données sur les services en français, comme l'ont fait le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario avec l'Institut aussi, dont Normand va nous parler. Merci. OSI est né d'un besoin criant du réseau de participer à la planification des services en français en Ontario. Donc, en 2000, je crois autour de 2011, le mandat des entités a été présenté, adopté par le gouvernement. Et 6 entités de planification ont été nommées de façon à aider le gouvernement dans la planification de ses services. Et là, le réseau est allé à la collecte de données et constaté qu'il n'y en avait pas. Donc, le réseau s'est doté d'outils et de méthodes pour tenter de convaincre le gouvernement de participer à une collecte systémisée. Qui a eu, éventuellement, le réseau a signé un contrat avec le ministère de la Santé, c'était en 2017, pour procéder ensuite à des collectes systémiques à travers le système de santé en Ontario pour tous les services qui étaient financés à l'époque par les ARLIS, donc à partir du ministère à travers les 14 autorités de dépenses. Ce qui s'en est suivi, c'était 1500 fournisseurs de soins qui ont participé à cette collecte de données-là de façon annuelle pendant 4 ans à travers OSI, avec un taux de réponse de plus de 95-96 %, donc des données absolument impeccables. On a recensé environ 19 000 postes qui étaient occupés par des francophones qui étaient soit désignés ou pas désignés à travers les années. Maintenant, cette collecte-là a été entreprise par le gouvernement, par le ministère de la Santé lui-même, à travers sa base de données qui s'appelle la BDSSF, qui a ses propres enjeux, mais au moins qui a une certaine continuité dans la collecte systémique de données. Qu'est-ce que ça a donné, ça? C'est que ça a permis au réseau ensuite d'analyser les informations et de pouvoir faire des recommandations claires au ministère sur certains enjeux, certains trous dans l'offre des services de santé en français dans le continuum de soins. Parce que le réseau a également combiné cette collecte-là avec la liste de services qui étaient financés pour ensuite étudier aussi le continuum de soins.
Ce que ça a donné, ça, à l'échelle nationale, c'est une conscientisation énorme du ministère de la Santé du Canada de devoir financer, de faire bouger davantage l'aiguille sur la collecte de données. Par la suite, OSI a été créé comme un organisme indépendant qui travaillait avec les réseaux, il travaillait avec les autorités, donc un petit peu à mi-chemin, je dirais, entre la recherche puis de l'engagement au niveau des autorités et de l'accompagnement dans ce développement-là. On a fait 5 ans de recherche de données et d'analyse au Manitoba. Les premières années, les collectes étaient un peu plus faibles, mais avec le temps, il y avait un engagement, un engouement et davantage d'ouverture de la part des autorités de partager les données. Et justement, je m'excuse, j'étais un petit peu en retard. J'étais en train de présenter les derniers résultats à la table des coordonnateurs des services de santé en français au Manitoba sur les ressources humaines dans le système de santé au Manitoba. On a également fait un peu de travail en Saskatchewan, également à l'île du Prince-Édouard, où on a pu allier certaines de ces données-là avec les premières données issues de la carte santé, donc de la variable linguistique sur la carte santé. Et depuis, le ministère de la Santé du Canada a fait davantage d'appels de propositions pour le développement des données à travers le pays, entre autres avec la carte santé, entre autres avec le travail que OSI fait. Et ça fait également partie de certains critères initiaux pour les nouvelles ententes bilatérales qui ont été développées au courant de la dernière année. Alors, il y a une certaine faiblesse au niveau de l'exécution de ça, mais c'est mis en lumière. Et puis, cet effort-là que le réseau et que OSI a fait a apporté énormément d'ouverture et a fait beaucoup avancer l'accès aux données dans le domaine de l'offre de services en français à travers le Canada, pas juste en Ontario. Afin qu'il puisse nous parler des obstacles à l'offre de services en français, mais aussi aux stratégies d'accompagnement des organisations pour favoriser un changement. Oui, merci. Au niveau des obstacles pour l'accès aux services, alors nous avons, au GREFOX, nous avons réalisé plusieurs recherches au cours des 13 dernières années pour mieux connaître et comprendre finalement les besoins des populations francophones en matière d'accès aux services de santé en français. Nous avons également fait donc, dans ces différentes recherches-là, nous avons rencontré autant des usagers des services francophones qui cherchent à obtenir des services en français que nous avons rencontré également, interrogé des fournisseurs de services, donc des gestionnaires d'établissements publics de santé et d'organismes communautaires qui fournissent des services de santé aux francophones en situation minoritaire. Alors, pour essayer d'identifier justement c'est quoi les expériences vécues par les usagers et aussi les réalités vécues par les organisations qui cherchent à répondre à ce mandat-là d'offrir des services en français aux populations francophones. Évidemment, il y a plusieurs obstacles. Certains ont été mentionnés par Éric Fox tout à l'heure lorsqu'il parlait des obstacles à l'effectivité des lois linguistiques. On les a observés également dans nos recherches. Je pense qu'actuellement, en 2024, le plus grand obstacle à l'offre de services en français, c'est l'état vraiment difficile des différents réseaux de santé au Canada. Pourquoi je dis ça? C'est qu'évidemment, un système de santé qui cherche à répondre à des besoins de plus en plus complexes, de plus en plus nombreux, qui proviennent de différents, de l'ensemble de la population qui doivent finalement, dont les organisations doivent offrir des services. Et dans ce contexte-là, évidemment, mettre en priorité les besoins des francophones en situation minoritaire est extrêmement difficile parce que les organisations font face finalement à des exigences, à des demandes qui sont multiples. Ils ont énormément de difficultés à répondre aux besoins de l'ensemble de leur population. Alors, demander nécessairement, lorsque les ressources sont rares, il y a une pénurie au niveau des ressources humaines qui est assez tragique.
Alors, dans ces contextes-là, demander à ces organisations-là de prendre une partie des ressources et les orienter vers la réponse aux besoins d'une population francophone qui est très minoritaire, mais c'est pas toujours évident pour ces organismes-là de le faire. Ils sont dans une situation de crise, souvent dans des situations de survie. Alors, ils doivent prioriser les besoins des francophones dans ces conditions-là. C'est pas nécessairement évident. Ça aide lorsqu'on a des lois linguistiques, mais c'est souvent pas nécessaire, pas suffisant. Juste à penser qu'actuellement, en Ontario, il y a plus de 2 millions d'Ontariens qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Alors, ça nous dit un peu c'est quoi le contexte dans lequel évolue. Évidemment, la pénurie de professionnels de la santé bilingues est aussi un obstacle majeur à l'offre de services en français. Mais aussi, d'autres recherches comme celle réalisée par Patrick Timoni nous démontrent que ce n'est pas juste souvent un problème de nombre, c'est aussi un problème de répartition. Alors, les professionnels ne sont pas nécessairement toujours dans les régions où est-ce que les francophones sont en plus grand nombre. Alors ça, il y a nécessairement un problème à ce niveau-là. Un autre problème, c'est dans les organisations, il y a rarement des mécanismes formels qui sont mis en place pour faciliter le pairage entre les usagers, entre les francophones minoritaires qui ont besoin de services de santé, qui se dirigent dans les établissements de santé pour recevoir ces services-là, et les professionnels bilingues seraient en mesure de le faire. Alors, tu te présentes dans un établissement de santé pour recevoir des services, bien, si tu es un francophone qui a de la difficulté à t'exprimer en français ou qui a besoin de s'exprimer en français parce qu'il est très nerveux et anxieux à cause de sa situation de santé, et la possibilité que tu sois répondu, que tu reçois des services en français par un francophone bilingue relève bien souvent davantage du hasard que du fait de l'existence d'un mécanisme formel qui est mis en place pour s'assurer qu'un francophone va pouvoir recevoir des services en français. Alors ça, je dirais que c'est certainement un des obstacles importants à l'offre des services en français qui peut exister. Un autre élément que je pourrais mentionner, c'est peut-être aussi justement, je pourrais dire, le manque de reconnaissance des professionnels francophones. Alors, nous avons fait des entrevues, des groupes de discussion avec des professionnels francophones ou bilingues pour voir un peu c'était quoi leur expérience, puis quels étaient les facteurs qui facilitaient leur recrutement, parce que c'est un problème depuis très longtemps de professionnels bilingues. Et qu'est-ce qui favorise leur rétention? Et un élément, je dirais, qui est ressorti plusieurs fois, puis c'est un élément qui a été quand même assez largement documenté, c'est le fait qu'on ne sent pas que c'est valorisé puis c'est reconnu l'apport spécifique du fait de pouvoir offrir des services dans des deux langues, alors qu'il y a aussi des contraintes qui viennent avec ça. Par exemple, que tu es en train de donner des soins à un patient, puis que là, il y a un de tes collègues qui vient te voir et dit, tu pourrais-tu venir, s'il te plaît, m'aider? J'ai un patient francophone qui aurait besoin de se faire traduire, puis moi, je ne suis pas capable d'offrir le service. Alors, il faut que tu t'arrêtes finalement ton service et que tu te diriges finalement pour le soutien à une autre personne. Alors, nécessairement, c'est une charge de plus à un tel point. Aussi le fait de devoir constamment intervenir en français, puis après ça, faire des notes évolutives en anglais, alors tu es constamment obligé de faire du va-et-vient entre l'anglais et le français. Alors, c'est une lourdeur, finalement, supplémentaire pour les professionnels, finalement, bilingues. Il y a souvent peu de primes au bilinguisme. Alors, il y a des éléments qui font en sorte que les gens qui sont les intervenants bilingues dans plusieurs organisations vont pas même parfois hésiter à s'afficher comme bilingues parce qu'ils ne veulent pas justement vivre avec les contraintes qui sont associées avec cette réalité-là. Il y a aussi, je dirais, ça on l'a vu aussi beaucoup dans notre recherche qu'on a faite pour voir un peu quels sont les facteurs qui facilitent et qui nuisent les obstacles à une organisation qui veut implanter des nouvelles initiatives visant à l'amélioration des services en français. Ce qu'on a constaté finalement, c'est que souvent, l'attitude des collègues unilingues anglophones peut être un obstacle quand même à l'offre de services en français, parce que, surtout à la mise en place de nouvelles initiatives, parce que ces gens-là voient comme la promotion des services bilingues comme étant une menace à leur propre qualité de pratique, à leurs conditions de travail, parce que comment ils ne peuvent pas eux-mêmes s'identifier comme bilingues, ils craignent que la promotion du bilinguisme fasse en sorte qu'ils vont perdre des opportunités au niveau de l'avancement de leur carrière parce qu'ils ne répondent pas à ce critère-là. Alors,
On se peut atteindre pas mal. Je voulais vous laisser la chance de. OK. Alors voilà, c'est vrai qu'il y en aurait encore longtemps à dire, mais je pense que ça nous fait déjà une belle brochette d'obstacles à venir, on l'espère. Oui. Je vais plutôt enchaîner ici avec un autre thème, celui des ressources humaines et de la formation à l'offre active. Et j'inviterai la professeure Isabelle Giroux de l'École des sciences de la nutrition de l'Université d'Ottawa à porter une réflexion sur l'offre active, à nous discuter des offres et des stratégies à explorer, mais aussi des pistes de recherche futures. Oui, bien, merci beaucoup. Alors, comme on sait, l'offre active est associée à une meilleure qualité des soins. Ça a été documenté de différentes façons, mais que se passe-t-il sur le terrain? On sait également qu'on a le CNFS qui appuie la formation des futurs professionnels pour, espérons, augmenter les services en français dans les milieux et les programmes CNFS finalement, sont supposés intégrer de la formation, mais il y a eu le rapport Leblanc en 2008 qui a pointé à des lacunes quand même assez importantes. Donc, bien qu'il y avait de la formation qui se fait dans les programmes de formation des futurs professionnels de la santé et des services sociaux, on s'est rendu compte qu'une fois arrivés dans les milieux de pratique, souvent les francophones en situation minoritaire n'utilisaient pas certaines des compétences qu'ils avaient développées pour offrir les services en français. Alors, on le sait, quand nos étudiants sont formés dans des programmes où est-ce que tout le monde parle français, c'est comme un peu, ils prennent pour acquis que ça va être aussi facile que ça, une fois rendu en stage, une fois rendu en pratique. Toutefois, quand ils se ramassent dans des milieux où est-ce que c'est anglo-dominant, ça devient beaucoup plus difficile pour eux. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait certains besoins de formation davantage dans ce cas-là pour mieux accompagner les futurs professionnels de la santé dans leur formation. Alors, ce rapport-là a montré qu'il y avait des avancées, mais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Ça a permis de stimuler justement le travail des pédagogues, des chercheurs, des parties prenantes pour développer davantage d'identification des besoins de formation, des méthodes, des stratégies de formation et d'évaluer l'implantation de ces approches pédagogiques. Alors, premièrement, développer c'est quoi les bonnes pratiques en termes de connaissances, en termes de savoir-être, savoir-faire, savoir-agir. Plusieurs approches ont été développées du point de vue pédagogique. Et je vais en profiter pour mentionner que notre équipe au GREFOPS ainsi que plusieurs autres équipes utilisent les mises en situation qui se rapprochent de la réalité pour essayer que les futurs professionnels se mettent dans les situations réelles de la pratique ou fréquentes de la pratique pour se pratiquer justement à développer leurs compétences à l'offre active. Donc, la simulation, c'est une approche qui a été développée soit en présentiel, on sait que c'est commun dans les programmes de formation dans nos disciplines. Ça peut être à distance, et quand c'est à distance, ça peut être synchrone ou même asynchrone. J'en profite pour mentionner que demain, je ferai justement une présentation de midi-causerie en lien avec le GREFOPS. Vous êtes tous et toutes invités à cette présentation, puis on discutera de l'approche de formation à l'offre active en contexte interprofessionnel avec des modules de formation asynchrone. Ça, c'est une des approches. Alors, l'article qui est dans Minorité linguistique et société fait aussi mention qu'il y a eu beaucoup d'avancées puisque en 2024, il y a eu un sondage justement du CNFS qui a montré que tous les programmes de formation désignés CNFS incluent de la formation sur l'offre active. Toutefois, on sait qu'on a encore du chemin à faire quand on discute ensemble, puisqu'on ne sait pas finalement, on n'a pas documenté encore à travers la recherche si les futurs professionnels qu'on a formés à l'offre active sont capables de mettre en pratique dans leur milieu de stage
sont capables, une fois entrés dans le milieu du travail, d'utiliser l'offre active des services en français, que ce soit dans les milieux qui sont bilingues, dans les milieux qui sont plus anglophones majoritaires. Alors ça, on le sait, c'est le défi principal. Également, on ne sait pas l'impact de ces formations-là sur la qualité de l'offre des soins en français pour les bénéficiaires. Puis, comme on a mentionné tantôt, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui visaient à sensibiliser et développer la compétence chez les personnes bilingues, mais il y a aussi toutes les personnes unilingues anglophones qui sont dans la communauté qu'on doit inclure dans la sensibilisation et la formation, puisque c'est rarement le cas que tout le monde est bilingue dans l'équipe de soins. Alors, comment est-ce qu'on peut, dans la formation, inclure également nos collègues qui sont plus unilingues anglophones dans l'offre active des services en français au centre de l'équipe interprofessionnelle pour en résulter à une meilleure qualité. Merci. L'expérience des soins, bilan des connaissances, c'est qui sera présenté de façon synthétique. Alors, sur l'expérience des soins, on a 2 grandes enquêtes nationales qui nous renseignent sur l'importance que les francophones en situation minoritaire accordent aux services de santé en français, les obstacles qu'ils trouvent à la demande, à demander des services en français, puis les obstacles à leur accès. La première, c'est l'enquête sur la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, celle de 2007. Il va en avoir une autre bientôt, mais celle de 2007 a été analysée en détail par, je pense, Isabelle Gagnon-Arpin. Il y a une synthèse présentée dans le livre « La vie dans les communautés francophones en situation minoritaire » qui est publié en 2014. Donc, cette étude-là est citée souvent. Le second, c'est un sondage léger marketing commandé par Santé Canada en 2020, qui a posé aussi des questions aux francophones et en situation minoritaire et aux anglophones du Québec sur ces mêmes thèmes. Dans les 2 études, je vais me concentrer sur les francophones, mais dans les deux études, les données analysées par Gagnon-Arpin et le sondage léger, près de 75% des francophones en situation minoritaire disent que c'est important pour eux d'obtenir des services en français. Les enjeux de communication, d'affirmation identitaire et de droit sont les principales raisons invoquées pour justifier l'importance d'obtenir des services en français. Puis ceux qui disent que c'est moins important, ils disent que c'est parce qu'ils sont bilingues ou parce qu'ils n'ont pas le choix des services dans leur région ou parce que la qualité de la relation avec le professionnel de la santé plutôt que la langue du service compte plus pour eux. Par contre, moi, je me demande, puis je vais aller un peu vers une piste de recherche future, je me demande si ces gens-là qui nous disent que c'est moins important, on a aussi des témoignages, parce qu'en plus de la recherche qualitative, on a des témoignages de plusieurs personnes qui nous disent qu'en situation de stress, même s'ils étaient bilingues, ils n'ont pas été capables d'utiliser leur anglais. Puis c'est juste leur langue maternelle, le français, qu'ils étaient capables d'utiliser. Alors, ceux qui nous disent que c'est pas important d'avoir des services de santé en français parce qu'ils sont bilingues, je me demande jusqu'à quel point ils ont été confrontés à la situation de stress. Puis ça pourrait être intéressant dans les futurs sondages, quand on demande aux gens si c'est important pour eux d'avoir des services en français, mais aussi de demander des questions sur quel type de services de santé ils ont utilisé jusqu'à maintenant. Il y a d'autres domaines aussi où les gens nous disent que ça peut être un peu plus important, les services dans leur langue, c'est les services, par exemple, de santé mentale où les enjeux émotionnels sont importants, ou les services pour les jeunes enfants, quand les enfants, souvent, qui vivent dans une famille francophone, commencent à être bilingues plus quand ils quittent la maison, ils sont confrontés à l'extérieur, alors qu'ils ne sont pas bilingues plus jeunes. Si 75% des francophones disent que c'est important pour eux d'avoir des services en français, il y en a seulement de 30 à 40% selon les études, là, mais selon les régions, ça varie, mais en général, pour le Canada, 30 à 40% qui demandent leur service en français. Pourquoi ils ne demandent pas? Outre le fait qu'ils sont capables de parler un peu anglais, les raisons invoquées vont de la peur d'une réaction négative de la part du professionnel de la santé à la gêne que leur français ne soit pas aussi bon que celui du professionnel, en passant par la crainte de devoir attendre trop longtemps. Puis une multitude d'autres raisons sont invoquées, mais celles-là, c'est les principales. Donc, ça montre l'importance que les professionnels fassent l'offre active de services en français plutôt que d'attendre la demande. Et
pour l'accès, mais le sondage léger nous dit que le tiers des francophones qu'ils ont sondés recevaient tous leurs services en français. Le tiers, on dit qu'ils recevaient seulement certains services de santé en français. Et puis, le tiers disait qu'il ne recevait aucun service de santé en français. Naturellement, ça variait selon les régions. Les gens du Nouveau-Brunswick, surtout du nord du Nouveau-Brunswick, étaient les plus nombreux à dire qu'ils recevaient tous leurs services en français, alors que les gens de l'Ouest étaient ceux qui étaient les moins nombreux. C'était vraiment les courbes inverses. On avait 60% des Acadiens qui disaient pouvoir recevoir des services de santé en français, puis 60% dans l'Ouest qui n'en recevaient aucun. Les gens qui... il y a eu plusieurs enquêtes qualitatives aussi sur quel est l'impact des barrières linguistiques quand on n'obtient pas ces services en français. Donc, souvent, les gens nous disent que c'est plus stressant, qu'ils doivent se préparer à l'avance, qu'ils doivent chercher leurs mots dans le dictionnaire avant d'aller consulter ou qu'ils doivent se faire accompagner, que l'accompagnateur n'est pas toujours disponible, que ça peut entraîner des bris de confidentialité si on doit être accompagné par un membre de notre famille. On n'a pas toujours envie de discuter de tout avec tous les membres de notre famille. Les gens décrivent que ça a un impact sur la relation de confiance qu'ils peuvent avoir avec le fournisseur de services. Ils se sentent plus en confiance quand ils peuvent parler leur langue. Et pour certains, ça va même jusqu'à retarder les soins. L'étude de Moisac disait que 20% des francophones dans cette situation minoritaire ont dit que ça leur est arrivé de ne pas aller consulter parce qu'ils avaient peur de ne pas être compris par le professionnel de la santé. Merci beaucoup. Et peut-être juste que les données futures, ça serait d'explorer la télésanté. Je l'ai juste mentionné. Puis on sait que les francophones, il y a eu des études, entre autres par Sylvie Grosjean, les francophones ne sont pas réfractaires à la télésanté. Maintenant, il restera à savoir pour quel domaine ce serait le plus important de développer ces services. Merci. Alors, le temps file. On va quand même, avant de passer à une période de questions qui sera animée par Mme Etier, qui est chef de direction de l'Institut des savoirs Montfort. Il nous reste à conclure. Donc, le mot de la fin à notre collègue Louise Bouchard. Bon, très, très rapidement, bon, il n'y a pas de doute, là, il y a un essor considérable, une production scientifique assez importante et imposante dans les différents domaines qu'on vous a exposés dans notre cadre d'analyse de la recherche. Pour nous, ce cadre est important parce qu'il oriente, il nous permet de dire, ben, on connaît assez bien certains domaines de recherche, puis d'autres méritent encore beaucoup d'exploration. On connaît assez bien les attitudes, les pratiques aussi organisationnelles. On a pu dire que la santé, la langue ou l'appartenance à la minorité est un déterminant de la santé, que la discordance linguistique entre un intervenant et un professionnel est aussi un déterminant de la qualité ou de la sécurité des soins. Grâce à la nouvelle BDSF, on peut commencer à envisager d'avoir de meilleures données sur l'offre de services en français et son évolution surtout. Mais quels sont encore les défis à combler à rencontrer pour l'avenir de la recherche? Alors, il faut résoudre des lacunes persistantes. Je ne sais pas, certaines sont peut-être impossibles, mais quand même, il faut continuer d'y penser. Alors, notamment les déficiences des systèmes d'information officiels pour documenter adéquatement la santé, l'accès aux services, la qualité, la sécurité des soins. Des indicateurs pourtant fondamentaux pour l'évaluation de la performance du système de santé à l'égard de la population et pour nous, à l'égard des francophones spécifiquement. Tous les gouvernements ont besoin de ces indicateurs-là pour justifier les coûts faramineux des systèmes de soins. Alors, il nous faut un système d'évaluation aussi pour les francophones. Il faut accroître les études sur les francophones des autres provinces que l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick ou le Manitoba. Il faudrait pouvoir mieux documenter les besoins des populations francophones immigrantes. Et là, il y a un champ de recherche aussi dans ce domaine, mais il nous faut plus. Et surtout là où elles sont en croissance, en Alberta ou en Colombie-Britannique, par exemple. Il faut combler l'absence ou le difficile accès aux bases de données de main-d'œuvre en santé en fonction des compétences linguistiques. On comprend que l'ICIS, l'Institut d'information canadien sur la santé, est en train de standardiser à travers le pays la cueillette d'informations sur la main-d'œuvre en santé avec une question sur les langues, sur les compétences linguistiques.
il nous faut combler l'absence d'une variable majeure et essentielle qui est la langue parlée lors des interactions patients et intervenants. Mais il faut comprendre ici qu'il y a aussi une difficulté à observer cette interaction en raison de confidentialité. Quelles sont nos voies d'avenir pour améliorer les données? Bon, l'initiative prise par le réseau de l'Est et OSI de bâtir de toutes pièces une collecte de données s'avère maintenant un outil indispensable. Il faut s'assurer de sa pérennité. Hein. C'est toujours fragile de commencer des choses et d'assurer la continuité. L'étude des petites populations demande d'envisager davantage de cueillettes de données primaires ciblées. Il est donc nécessaire qu'on se dote d'une infrastructure d'enquête commune pour mettre nos ressources ensemble ou en partenariat avec des firmes de sondage quand on voudrait des études de plus grande envergure comme celle de l'EG. Il nous faut améliorer aussi le mode de financement de la recherche qui est trop souvent confiné aux études pilotes, exploratoires, catalyseurs, dont la portée des résultats est toujours moindre. Alors, le récent concours équipe sur la santé des CLOSM et des IRSC, dont on attend les résultats avec impatience, nous donne espoir d'arriver à mieux nous consolider et nous concerter davantage. Il faut aussi mieux valoriser la recherche qui suppose une activité continue de traitement et de communication de l'information, moyen de divers produits de synthèse. En passant, tous les produits propulsés par OSI de 2018 à 2022 à peu près, là, sont sur le site web dans une vitrine de données qu'on voudrait à un moment donné beaucoup plus animée et dynamique. Il faut donc avoir aussi là-dessus une activité un petit peu plus continue, pas juste des assistanats de recherche pour le faire. En fait, il nous faut un observatoire en bonne et due forme. Hein? Vous l'avez déjà entendu, celle-là. Alors, mais c'est un outil qui était internationalement reconnu et indispensable quand on veut documenter de façon globale un problème, un phénomène social. Donc, les populations, leur santé, leur vitalité, en même temps que l'offre des services, on va mieux soutenir la planification de la recherche si on est plus percutant en termes de capacité de recherche. Alors, ça nous permettrait de nous consolider un véritable réseau de recherche collaborative, d'application des connaissances, de mettre en commun nos ressources et ainsi établir de solides assises pour la. On a une bonne vingtaine de minutes pour une période de questions animée par notre collègue, Mme Estelle Etier. Au revoir. Bien, tout d'abord, un gros merci à professeur Savard pour avoir vraiment mis ensemble cet article-là qui synthétise et à nos panélistes d'avoir présenté il y a un effort de synthèse dans votre article. Il est demandé à un chercheur de synthétiser sa recherche en 3 à 4 minutes. Ça, c'est quand même un exploit. Félicitations à vous. Donc, c'est votre opportunité maintenant d'aller approfondir avec quelques questions, peut-être certaines des thématiques ou certains des thématiques ou des pistes de solutions qu'on aimerait discuter. Donc, j'ouvre vraiment la table aux gens dans la salle et aux gens en ligne. Il va y avoir quelqu'un qui va regarder les questions ou poser des questions à nos panélistes qui sont ici et entamer la conversation. Je me demande s'il y a des questions pour les gens. C'est par rapport à ce qui est vraiment financement. En fait, une des reproches qu'on dit pour mettre en place des systèmes francophones pour les francophones, c'est vraiment que ça coûte cher. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi à? Je suis assez convaincu que oui. Et est-ce qu'il y a des façons de répondre à ces arguments? Que ça coûte cher de mettre en place des systèmes pour des francophones? Le coût des services par rapport au gouvernement. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont regardé ça spécifiquement, mais basé sur le fait que les services sont de moins bonne qualité, ou est-ce qu'il n'y a pas d'offre active des services en français et que les besoins ne sont peut-être pas aussi bien compris, qu'il y a peut-être des erreurs qui sont faites, qu'il y a moins d'engagement des patients, qui sont moins impliqués dans la prise de décision
il y a peut-être moins de suivi sur les plans de traitement, ça va coûter plus cher à long terme. Mais je suis d'accord qu'il faudrait le mesurer en meilleure et due forme. On n'est pas certain de jusqu'à quel point ça coûte si cher que ça d'avoir des services en français. Je ne suis pas sûre qu'il y a des études là-dessus. Je pense que ce que les gens nous disent dans les études, c'est qu'ils n'ont juste pas le temps de s'occuper de ça parce qu'ils ont d'autres priorités. Ce n'est pas tant que ça coûte plus cher, mais c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la possibilité de dévouer des ressources à cet aspect-là parce que leurs ressources, ils les mettent ailleurs. Mais il y a un autre aspect qui est que souvent, il y a des diagnostics tardifs qui sont associés au fait de ne pas obtenir le service au bon moment par la bonne personne. Alors ça peut entraîner des coûts sur le système de santé à ne pas répondre adéquatement parfois à certains besoins. Alors ça aussi, c'est une dimension économique qui serait à explorer. C'est peut-être notre point faible, là, les études économiques, mais bon. Les coûts des services aux francophones est quand même une préoccupation pour les organisations, surtout dans les milieux très, très de la francophonie, très, très minoritaires. Nous, on l'a vu quand on a fait une étude, on a vraiment fait un accompagnement d'organisations qui cherchaient à implanter des nouvelles initiatives destinées à améliorer l'accès aux services en français. Et un des facteurs, finalement, qui est ressorti comme étant vraiment de succès, c'était le fait qu'on s'adressait à des problématiques extrêmement petites. Donc, vraiment, les améliorations, les initiatives visaient vraiment à intervenir sur des aspects très limités qui nécessitaient pas beaucoup de ressources pour les mettre en application. Alors, puis on se le faisait dire, les gens ont embarqué, l'administration a embarqué parce que ça coûtait pas cher à mettre ça en application. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faudrait pas que le financement de ces initiatives-là repose sur le dos des organisations, des établissements, parce que clairement, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Ça prendrait vraiment du financement spécifique destiné à, viendrait peut-être de Patrimoine Canada, qui est responsable de gérer la loi là, sur les langues officielles, qui pourrait avoir un budget qui irait destiné aux établissements dans les milieux minoritaires pour qu'ils puissent financer des initiatives visant à l'amélioration des services de santé. Parce que lorsque tu mets une organisation devant le choix entre utiliser ses ressources trop limitées pour répondre à un besoin d'une très petite population versus un besoin important vécu par la grande majorité de sa population. Effectivement, quand les gens n'ont pas beaucoup de ressources, dans le fond, ça prend des ressources pour traduire. Dans les milieux où il y a du personnel bilingue, ça ne coûte pas nécessairement beaucoup plus cher, mais dans les milieux où il n'y en a pas de personnel bilingue, ça va prendre beaucoup plus de ressources de traduction. Puis effectivement, dans cette étude-là que tu parles, où on accompagnait des gestionnaires, en Ontario, les réseaux de santé en français ou les entités de planification de services en français payaient pour la traduction des documents, mais il y avait de l'attente, mais ils payaient pour ça, puis c'était une des choses qui a été utilisée. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait pas fait traduire. Peut-être ajouter ici, nous, on travaille directement avec les fournisseurs qui veulent justement, éventuellement, développer ou avoir une offre de service adéquate. Dans le contexte de la désignation, oui, il y a des coûts additionnels. Est-ce qu'ils sont extraordinaires? Nous, on aime croire que non. Surtout si le personnel est déjà disponible ou en grande partie déjà disponible. Le gros des coûts, c'est dans l'organisation des soins pour s'assurer qu'il y ait une offre adéquate et éprouvée. C'est vraiment ça qui est l'enjeu. Et puis souvent, il y a cette peur-là là, de la montagne de travail qu'il y a à faire pour développer des politiques, etc., etc. Mais une fois que c'est mis en pied, puis je ne sais pas si grand que ça, cette montagne-là, c'est cette idée-là que peut-être que ça l'est. Une fois que c'est mis en place, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Puis, on a certaines belles preuves récemment. Il y a l'hôpital de Pembroke qui a réussi à obtenir une désignation partielle pour un ou deux services. Je ne me rappelle plus lesquels services, mais ils ont certains services maintenant qui sont désignés. Ils ont mis en place des politiques. Mais le fardeau administratif, c'est certain qu'ils espéraient que ça diminue, mais c'est ce fardeau-là qui fait que les services sont garantis. Marie-Hélène? Oui. C'est sûr que ça coûte cher. Les organisations, il faut traduire, que ce soit l'hôpital d'Ottawa ou que ce soit l'hôpital de Montfort, il faut traduire tous les papiers qu'on remet aux patients, les affiches qu'on met de façon visible. Donc ça coûte cher. Il faut avoir aussi un service d'interprète. On réclame avoir des services d'interprète professionnels. Bon, là, c'est facile ici, mais dans d'autres endroits, peut-être plus difficile, et ça coûte de l'argent aussi. D'un point de vue sociétal, c'est vrai que quand il y a une barrière de langue, tous les services de prévention, ça a déjà été démontré dans
genre de Sarrebone, et puis aux États-Unis, et puis ici aussi en Ontario, les services de prévention ne sont pas faits de façon adéquate, donc ça coûte plus cher parce que les maladies progressent. Oui, ça coûte plus cher. Donc, il pourrait avoir d'autres recherches pour permettre de démontrer un peu l'impact de ne pas recevoir tes services en français, comme le coût qu'il y a sur la société versus le coût associé à l'autre. Mais pour ça, il faut avoir des données sur la langue du service, pas juste sur la langue du patient. C'est ça qu'il faut. Il y a des obligations, hein? On est un pays avec 2 langues officielles, là. Il y a quand même des obligations, fait qu'il ne faut pas non plus en mettre trop sur les coûts, là. C'est des obligations fédérales. Et puis, la santé est un enjeu fondamental. Puis le commissaire aux langues officielles avait quand même montré l'impact que ça pouvait avoir pendant la COVID. Tout d'un coup, on s'est mis à pu traduire les produits dans les 2 langues. Je vois qu'on a un commentaire, une question en haut. Oui, bien, je veux féliciter mes collègues. 20 ans de recherche, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un bel accomplissement. J'entends pas, il y a un panel avec un groupe interprofessionnel assez intéressant. J'entends pas la voix des infirmières, mais peut-être que dans la revue que je n'ai pas encore feuilletée, désolée, on retrouve les infirmières. Parfait, merci, je suis rassurée. Mais j'aimerais ça plonger un peu avec Sébastien, qu'est-ce qu'il a annoncé sur l'idée des primes au bilinguisme. Dans certains milieux, ça se fait. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait enthousiasmer nos étudiants qui sont formés à l'Université d'Ottawa dans un milieu bilingue, comme quoi qu'il y a des possibilités d'aller travailler, puis que ça soit une force, que ce soit une qualité positive d'être bilingue pour trouver un emploi. Moi, j'entends dans mes cours que les étudiantes en stage, dans le milieu de stage, sont souvent utilisées comme interprètes, alors plutôt que d'apprendre leur métier, elles viennent soutenir l'équipe des professionnels pour discuter avec les patients. Alors, il y a une piste là pour sensibiliser nos étudiants, pas juste nos groupes francophones, mais les anglophones aussi à cette réalité de bilinguisme. Je te laisse aller, Isabelle, tu vois, je l'attaque, tu as plein de choses à dire. Bien, je sais que tu as mentionné Sébastien, là, peut-être qu'on devrait mentionner que aussi avec Jacinthe et plusieurs autres collègues, dont Wally Murray, Jen Tyreman, on a un programme de formation à l'offre active des étudiants pendant qu'ils sont en stage, des étudiants francophones et des étudiants anglophones de à peu près 10 différentes disciplines de santé et des services sociaux. Puis, justement, on en discute de ces éléments-là, de quel rôle qu'ils voient qu'ils peuvent avoir, quelles sont les meilleures pratiques dans ce temps-là. Donc, ils font des simulations asynchrones, puis on a des débreuvages après ça, synchrones à distance, pour discuter de comment est-ce qu'ils vivent ça. C'est quoi leur questionnement, puis c'est quoi les bonnes pratiques qu'ils voient. Et d'avoir cet échange-là. Et il y a une couple d'étudiants qui ont dit, vous devriez le dire à nos superviseurs que nous, on est formés pour faire l'offre active. Si vous vous rappelez, on avait eu un événement de célébration de mise en pratique de votre compétence d'offre active en contexte interprofessionnel, où est-ce qu'on a eu des superviseurs de stage comme Solange Lamont à CHIO qui a dit, on voit la différence depuis que les étudiants sont formés, ils ont un impact positif sur les professionnels dans le milieu qui disent « Ah », et qui commencent aussi à en faire davantage et à vouloir également supporter. Donc, c'est comme une vague, hein? Mais effectivement, des fois, les stagiaires sont un petit peu coincés. Alors, c'est bon qu'ils savent finalement comment discuter aussi de comment est-ce qu'ils se sentent là-dedans, justement, parler de leurs émotions. Est-ce qu'ils se sentent justement épuisés? Est-ce qu'ils se sentent étirés? Et quelle est leur place? Non, ils ne sont pas là pour être des traducteurs. Comment est-ce qu'on peut s'aider dans l'équipe? Puis des pistes, comme a mentionné tantôt Sébastien, si dans l'équipe de soins, ça ne coûte pas plus cher, mais si on est capable d'afficher nos langues parlées, si on sait les langues parlées par les autres, à ce moment-là, on peut s'entraider dans l'équipe. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui ont le flambeau de faire, d'aider à la communication. J'aimerais peut-être juste partager à mon part, on vient de lancer notre première cohorte, un programme de rehaussement des compétences langagières. Donc, on l'a sur les 2 volets,
rehaussement des compétences langagières en anglais pour ceux qui ont besoin, mais en français pour des nouvelles embauches, surtout de gens qui viendraient, où on a priorisé les infirmières, les gens au chevet. Mais j'ai bien hâte de voir l'analyse de comment ils vont se sentir plus compétents à vraiment offrir dans les 2 langues suite à ce programme-là. Parce que dans le programme, on a aussi de la formation sur l'offre active à ces nouveaux employés. Peut-être qu'on a-tu le temps pour une dernière question? Oui. C'est juste un commentaire. Nous, ça fait en médecine, ça fait plus de 10 ans, on fait de formation de l'offre active pour nos étudiants en médecine, aussi bien au volet francophone qu'au volet anglophone. Alors, je ne sais pas si vous, qui voyez les médecins, vous avez remarqué une différence depuis 10 ans, mais ce n'est pas toujours facile de le mettre en pratique. Je ne pense pas que nos étudiants anglophones que j'avais formés à ce moment-là, que ça soit mis en pratique ailleurs. Je ne sais pas vous, votre expérience. J'ai de l'expérience avec des étudiants francophones, mais il y en a qui sont venus me dire après les formations sur l'offre active, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on les fait aussi, alors que ça fait 20-30 ans que j'enseignais, mais avant, on n'enseignait pas l'offre active, mais depuis qu'on le fait, les étudiants, il y en a qui viennent me dire, bien, on est fiers d'avoir choisi d'étudier en français parce qu'on a suivi cette formation-là sur l'offre active, on comprend pourquoi c'est important. Fait que j'ai des témoignages comme ça de nos étudiants. Les étudiants anglophones? Francophones, parce que moi, j'enseigne en français. C'est ce qui nous reste, je pense, à faire beaucoup, c'est étendre la formation aux anglophones, pour les sensibiliser davantage. Peut-être une dernière. C'est juste un commentaire de M. Ford. Pour la suite des choses, je crois qu'on devrait faire encore plus d'efforts pour diffuser la recherche auprès des utilisateurs des connaissances qui sont moins convaincus. Si nous sommes entre convaincus. C'est ce qu'on se dit souvent. Puis il y a un autre commentaire de Mme Lise Richard. Les efforts des professionnels et professionnels de la santé doivent être appuyés par une approche robuste par les gestionnaires en santé pour être durables. Question, c'est peut-être une dernière, je ne sais pas si vous me permettez. D'abord, bravo, félicitations. On est soufflé par la quantité, la diversité des questions qui sont posées. C'est vraiment impressionnant. Alors, merci pour cette tour de table extrêmement éclairant. Ma question peut-être pour Louise, plus spécifiquement, j'ai été très interpellé par un commentaire que tu as fait sur le lien entre l'anxiété, la santé mentale chez les jeunes et la problématique identitaire. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien saisi ce que tu veux dire. Est-ce que plus on est inquiet pour l'avenir de la communauté, plus ça génère de l'anxiété chez certains jeunes? Il y a 2 choses. Il y avait le modèle que Rodrigue Landry avait développé. Et dans ce modèle-là, il voulait savoir si les jeunes qui avaient une identité forte et un sentiment d'appartenance à la communauté, ils scoraient mieux sur l'auto-évaluation positive de la santé. Ils se sentaient mieux en santé. Par ailleurs, il y a d'autres études du Manitoba qui ont pondéré cette donnée-là, c'est-à-dire que les étudiants, les jeunes qui percevaient que leur communauté française est en péril, qu'il n'y avait pas d'avenir ou qu'ils présentaient des profils un petit peu plus anxieux. Enfin, ceux qui présentaient des profils anxieux d'anxiété avaient aussi cette anxiété. Donc, ça veut dire que le sentiment d'appartenance ne donnait pas du bien-être dans ce cas-là. Il pouvait être, à l'inverse, susciter être plutôt négatif parce que l'avenir de la communauté ici rentrait en jeu. Si on percevait qu'on appartenait à une communauté et finalement qui est en train de s'éteindre, ben, ça donne un sentiment de minorité peut-être encore plus accru, d'infériorisation ou enfin... Je pense que Louise, c'était une question d'interaction. Hein? Plus les gens s'identifiaient à leur communauté, en général, plus ça protège au niveau de la santé, mais s'ils s'identifiaient très fortement, mais qu'en même temps, ils sentaient que leur communauté était menacée, c'était plus un facteur protecteur, c'est un facteur fragilisant, alors que ceux qui ne s'identifiaient pas tant que ça à la communauté francophone, même si leur communauté est menacée, ça ne les rendait pas tant anxieux. C'était comme une interaction là, où ça changeait la courbe. La conclusion, c'est que plus on est franco-dominant, plus on est déprimé. Non, on est franco-dominant, si on est franco-dominant, on a un fort sentiment d'appartenance, mais qu'on a un sentiment d'avenir, ça protège.
Mais si on a l'impression que notre communauté ne va plus exister, ben, c'était le fait de ne pas trop s'identifier qui protège. Non, mais c'est un peu une interaction. Ben, peut-être aussi Ça qu'on inverse. l'a mal traduit, Ouais. mais c'est que les gens qui, par exemple, avaient déjà des diagnostics d'anxiété on a essayé de faire un lien. Y a-t-il un lien avec l'appartenance communautaire, le sentiment d'appartenance en fonction des études de Rodrigue Landry? Fait que, donc, normalement, ça va dans le sens que oui, ça va protéger, mais eux autres, ils ont trouvé une contre. On a une dernière petite question. J'avais quelques questions, mais je vais choisir celle qui, je pense, est la plus à répondre. Est-ce que dans vos études statistiques, notamment sur j'ai perdu le mot. Sur fournisseurs de soins, vous avez pris aussi, où il y a une catégorie à part pour le personnel administratif, le personnel qui entoure la santé, qui fait partie du domaine, mais qui n'est pas forcément fournisseur de soins en soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte? Parce que c'est les premières points de contact avec la communauté. Peut-être aider avec ça. Dans le travail qu'on a fait, entre autres au Manitoba et en Ontario, on a regardé l'ensemble de tous les postes, surtout au Manitoba où on a accès à toute la base de données. C'est catégorisé selon les populations. Et puis, oui, c'est un élément qui est identifié justement parce que c'est l'accueil. Donc, les gens qui sont à l'accueil, qui sont aussi les responsables d'enregistrement, etc., etc. C'est quelque chose qu'on étudie et c'est également quelque chose qu'on considère dans la désignation en Ontario pour s'assurer qu'il y ait au moins un accueil en français. Parce que c'est le premier point de contact. C'est là, en général, qui va être la première interaction et l'offre active la plus importante de nous. C'est pris en considération. C'est pris en considération, puis ça fait partie, quand nous, on travaille avec les fournisseurs, ça fait partie de certains critères là, pour s'assurer que le plan de ressources humaines est adéquat. Ce n'est pas juste les personnes qui vont offrir les soins cliniques, mais c'est aussi les gens qui offrent le soutien administratif à l'accueil. Merci. Merci pour vos questions. Merci aux panélistes pour ce travail qui conclut vraiment un 20 ans de recherche synthétisé dans un bel ouvrage. On voit qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore plusieurs pistes à aller voir. Je pense que Louise, tu nous as bien énuméré quelques pistes et dans la fin de l'article, on les voit bien énumérées aussi. Donc, on va juste remercier le directeur du CRCDF pour avoir valoriser leurs travaux. Je pense qu'il y a un message important à nous faire. D'abord, permettez-moi encore une fois de vous remercier chacune donc, pour ces exposés, échanges extrêmement passionnants, très éclairants, en particulier pour le profane que je suis en cette matière. Ce numéro spécial de la revue Minorités linguistiques et société, je le comprends mieux maintenant, est un legs, hein, un beau legs à plusieurs égards, mais qui montre aussi tout le dynamisme qui caractérise ce genre de recherche névralgique pour la compréhension de la condition sociale de la francophonie canadienne. Merci à Jacinthe, merci à Louise donc d'avoir présidé ce projet, d'avoir regroupé donc tous vos collaborateurs, collaboratrices. Merci à Jonathan. Merci donc à tout Estelle et tout le monde qui a participé aujourd'hui. Je vous applaudis. Donc, une dernière petite fiche. Voilà. Si je suis capable de faire marcher la machine, c'est toujours un enjeu. C'est ça ici, là. Voilà. Bon, voilà, d'accord. Deux petites choses, deux annonces. Qu'est-ce que tout le monde ici s'intéresse à la santé? Il y a ce livre
excellent livre qui vient tout juste de paraître aux presses de l'Université d'Ottawa, Le moment Montfort dans la francophonie canadienne, sous la direction de François Charbonneau et de moi-même. Donc, un livre qui analyse la crise et ses suites 25 ans plus tard sous toutes les cultures. Il y a des chapitres de Lise Bouchard, de Marie-Claude Tifo, d'Anne Gilbert, où est-ce qu'elle est, voilà, et plusieurs autres. Donc, je vous exhorte à vous le procurer. Il appartient donc à toutes les bonnes bibliothèques. Une dernière chose avant qu'on se quitte, notre prochaine activité au CRCCF, donc c'est un autre rendez-vous, cette fois dans la série À livre ouvert, qui est consacrée donc à la promotion de nos publications rattachées au CRCCF, et ça aura lieu donc le 24 octobre de midi à 13h, entièrement en ligne, donc par Zoom. Nous allons donc recevoir Stéphanie Chouinard du Collège militaire royal de Kingston et Rémi Léger de l'Université Simon Fraser, donc dans l'Ouest, qui vont nous parler à leur tour d'un numéro spécial qu'ils ont préparé avec leurs collègues de Francophonie d'Amérique, consacré au thème des regards sociopolitiques sur l'Acadie contemporaine. Donc, inscrivez-vous, l'invitation va circuler très bientôt, je pense, demain matin, sauf erreur de ma part. Donc, merci de votre présence, de vous être déplacés, d'être restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux et à celles qui sont encore en ligne. Et on se revoit le 24 octobre très prochainement. Merci encore une fois.